Voilà, je vous propose de poursuivre. Nous allons donc maintenant procéder à l'audition de Madame Isabella Anzi Maezano, directrice de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale, autrement dit l'INSERM, qui est le principal organisme français en matière de recherche médicale. Madame Anzi Maezano a, dans le cadre de ses fonctions, coordonné l'étude européenne sur les effets sur la santé de la qualité de l'air intérieur dans les maisons de retraite, qui a été publiée récemment, puisque c'était le 12 mars dernier. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse, et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à Madame Anzi Maezano de prêter serment. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Madame Isabella Anzi Maezano, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci Madame. Et à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis il reviendra aux membres de cette commission d'enquête d'échanger et de vous interroger également. Merci. Merci. En fait, j'ai une toute petite présentation parce que les questions que m'ont été posées sont très vastes, très hétérogènes, et je pense que c'est très bien d'avoir un échange. Donc, mais puisque la commission s'intitule les coûts économiques et financiers associés à l'évolution et que nous sommes en train avec Monsieur Gilles Dixot, qui est médecin et consulte, c'est pour ça qu'il n'est pas là, il s'excuse, et Monsieur Raffenberg, qui est agent du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de publier un travail sur les coûts associés à la pollution qui est différent de ceux qui étaient présenté par M. Chanal il y a quelques instants. J'étais là-haut, donc j'ai entendu. Je pense que je vais vous montrer quelques données sur ce travail et puis commencer peut-être à répondre à vos questions. Alors, ce travail est fait à partir des données de la sécurité sociale, quand cela existe, ou de publications qui ont été réalisées sur le sujet et qui contenaient des données financières sur la question. Donc, en ciblant vraiment la France et en ciblant les pathologies pour lesquelles vraiment il n'y a pas de doute qu'il y a un lien avec la pollution, à savoir les pathologies cardio-pulmonaires avec beaucoup d'insistance sur les respiratoires. 5 pathologies ont été prises en considération et c'est paru, et je vous le laisserai, d'ailleurs il est là, dans une revue française qui s'appelle Environnement, Risque et Santé et qui est une revue, un journal qui cible toujours la thématique environnement et santé. Donc, cette estimation, comme je le disais, fait partie, considère les coûts associés et ensuite, puisque ces pathologies ne sont pas toutes entièrement dues à la pollution, ce qu'on appelle la fraction attribuable de la pathologie en lien avec la pollution. Ça, c'est à partir malheureusement de données souvent étrangères, donc un peu comme ce qui a été fait dans le cadre du projet Africam. Quand on n'a pas de données françaises, on est dans l'obligation d'aller chercher des données à l'étranger. Donc, je vous montre un exemple. Par exemple, pour ici, c'est la bronchopnéopathie obstructive chronique. C'est à la fois la bronchite chronique et l'emphysème. C'est une pathologie très invalidante. Comme vous voyez là, on fait 4 stades. Donc, il y a 4 stades de la maladie: légère, modérée, sévère et très sévère. Et selon le stade, des coûts associés différents. Là, je vous ai mis à partir des données de la Sécu ou de ce qui existe dans la littérature,
la BPCO légère, c'est 600 € par an. Hein, c'est quelques médicaments, quelques visites chez le médecin, mais la dernière colonne rapporte les données pour la BPCO avancée qui nécessite souvent une oxygénothérapie et qui est celle plus à risque des effets de l'évolution. Et là, vous voyez, c'est 7914 en moyenne. Alors, ce ne sont que des coûts directs, on dirait, parce qu'il n'y a pas tous ceux, la présentation d'avant a été excellente pour montrer comme cette thématique vraiment de l'estimation des coûts est compliquée. Donc, on a fait cet exercice pour toutes les pathologies et je vous présente enfin le dernier tableau qui montre, y compris le cancer, les coûts, pardon, que ça va, voilà, c'est l'essentiel, c'est ça, c'est qu'en mettant ensemble la BPCO, la bronchite qui n'est pas considérée BPCO parce que les gens en guérissent, celle associée vraiment à des infections, l'asthme, certains cancers et certaines hospitalisations. Mais je vous invite à aller voir à gauche, dans la dernière colonne, la valeur basse, 1 milliard d'euros. Et à droite, la valeur haute, 2 milliards d'euros, ce qui fait jusqu'à 30% du déficit de la sécurité sociale. On a pris l'année 2012. D'accord? Et ça, c'est aussi les coûts en 2012. Ça, je vous le laisse, hein, donc vous l'aurez, parce que de toute façon, les coûts n'ont pas vraiment augmenté. Et à cette estimation-là, bien sûr, on manque l'absentéisme, un peu pour la bronchite, mais pas pour tout le reste. Alors, quelles sont les perspectives? C'est bien sûr un premier travail. Cet après-midi, ou non, après moi, il y a le ministère qui présente des chiffres, le MED, comme assez semblables, parce que j'ai vu quelque chose sur le net. Peut-être calculer différemment. Voilà, là, on peut dire qu'il n'y a pas de standardisation dans l'estimation de ces chiffres-là. Et ce qu'on peut faire, c'est que nous, à l'INSERM, on a accès aux données du SNIRAM. C'est la base de la sécurité sociale. Et il y a aussi l'EGB qui est l'échantillon représentatif, 1 sur 99 sujets. Je pense que la prochaine étape, là, on a vraiment les coûts réels par sujet. Hein, ce qu'il a pris, et peut-être qu'il a été ici, pour vous donner un exemple, si quelqu'un n'a pas pris les médicaments, pas acheté les médicaments, d'après la prescription, ben, on ne le sait pas. Dans le SNIRAM, on saura exactement quels sont les coûts. Alors, Madame Lefranc disait qu'il y a la cohorte gazelle aussi. Ben là, c'est les gens d'EDF et GDF. Le SNIRAM, c'est la population française. Donc, c'est un plus et c'est notre prochaine donnée à acquérir et à publier dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est pour les coûts, avec cette publication qui va sortir là. Hein. J'avais beaucoup de questions, donc je ne sais pas comment vous voulez que je procède. Non, je vais passer la parole à Madame la rapporteure tout de suite, alors merci. Merci pour votre exposé. Je voulais simplement revenir sur la base de données sur laquelle vous avez donc accès de la sécurité sociale pour faire cette étude. Est-ce que vous pensez qu'il a manqué beaucoup de coûts dans cette base de calcul pour que vous puissiez faire cette étude?
quels sont par exemple ceux qui n'ont pas été intégrés, qui paraîtraient pertinents? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous prenons vraiment, est-ce qu'on sous-estime le coût financier et économique de la pollution de l'air dans sa globalité? Alors bon, là, ce qu'on a utilisé pour ce papier, c'est un coût moyen vraiment donné, donc il n'y a pas de référence à l'individu, hein, comme je vous le disais. Par exemple, pour l'absentéisme, il est calculé à presque 50 € par jour. Alors vous voyez que non, ça ne peut pas aller parce que forcément, il y a des échelles à prendre en compte. Et alors là, oui, nous, je pense, on a, en tout cas, on a seulement approché la donnée, mais comme je vous le disais, le SNIRAM, où il y a vraiment pour chaque sujet, c'est l'utilisation de médicaments, les consultations, les hospitalisations devraient permettre de peaufiner ce calcul et de façon représentative. Et je pense que c'est ça une donnée importante. Il y avait une question que vous m'avez posée sur ce qu'il y a à faire. Alors, quand on voit des courbes, comme on a vu tout à l'heure, de dose-réponse, on est en train de faire une démarche, de suivre une démarche très très utile, qui est celle de l'évaluation de risque. Mais, comme ça a été dit aussi par les intervenants précédents, on a besoin de cohortes de sujets suivis dans le temps. Alors, en France, il y a la cohorte ELF. Bon, ils sont tout petits pour l'instant, 20 000 sujets. C'est un échantillon représentatif qui va permettre de mieux étudier pourquoi on a besoin des cohortes. Parce que dans les cohortes, cette dimension susceptibilité qui a été mentionnée, les enfants sont plus à risque. Les personnes âgées, d'ailleurs, je viens de publier ces données sur les personnes âgées qui montrent bien qu'il y a un effet âge. Hein. La consommation de tabac, par exemple. Dans les études de dose-réponse, on ne l'a pas. Vous voyez, donc faire la part du tabac par rapport au poids réel de la pollution est possible seulement dans une approche où on dispose de données individuelles. Alors le SNIRAM, parfois il a le tabac, hein. Heureusement, pas toujours, et c'est vraiment dommage que le médecin ne demande pas ça et qu'il ne soit pas rentré de façon systématique dans la base. On a l'information, mais pas toujours. Et on n'y croit pas parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui... Alors, toujours un peu dans le même sens, il y a cette étude européenne MEDIS, M-E-D, apostrophe H-I-S-S, qui étudie l'effet de la pollution au niveau individuel dans des pays autour de la Méditerranée. Et là, mon équipe est partenaire et en considérant encore une autre base de données qui est bonne et qui est une cohorte de l'IRDES, c'est l'enquête santé et protection sociale, ESPS. Ce sont 20 000 sujets suivis depuis 1988 à 2008. Après, malheureusement, ils ont changé l'échantillonnage, ils ont recommencé à nouveau. Là, c'est tous les 4 ans, plus ou moins, bon, il y a tout un schéma un peu compliqué. On va étudier, là aussi, il y a, comme le titre de l'enquête l'indique, il y a la consommation, parce que l'enquête était faite pour ça, pour voir un petit peu le coût associé. Et il y a les pathologies bien faites, avec code et tout. Donc, on va faire un match avec la pollution estimée par un modèle à l'échelle de 2 km. Donc, c'est la pollution locale.
forcément, et même, mieux que local presque, qui permet de différencier. Et donc, voilà, en perspective, c'est en 2017 qu'il faut rendre les résultats de cette étude qui en plus compare la France, à l'Espagne, l'Italie, la Slovénie et puis peut-être il y a un autre pays, mais je vois la Grèce, peut-être, voilà, autour de la Méditerranée. Donc des données à venir avec des informations individuelles qui sont importantes. Merci. Oui, notre collègue Charles Revet. Merci, Madame. J'ai sous les yeux la note, peut-être vous l'avez un peu évoquée, puis que j'ai eu une absence dans mon attention. Mais quand vous indiquez, je ne sais pas si ces notes sont publiées, mais je suis président de maison de retraite, voyez-vous, et l'affirmation, puisque c'est publié sous forme affirmative, la qualité de l'air dans les maisons de retraite affecte la santé pulmonaire des résidents. Oui. Oui, mais si vous voulez, alors heureusement que la majorité des gens, quand ils vieillissent, restent chez eux parce que c'est leur souhait, parce qu'il y a une affirmation là qui est terrible. Si je donne ça à mes résidents, ils vont me dire qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation. C'est peut-être ce qu'il faudrait que vous nous disiez. Oui. Parce que là, il y a une affirmation qui est terrible. Alors, si elle est confirmée, et je suppose que vous avez des bases, c'est bon. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des travaux importants. Il faut nous dire lesquels, parce que c'est un besoin, les maisons de retraite, pour accueillir nos personnes âgées. Elles ne peuvent pas forcément rester toutes seules chez elles. Les familles ne peuvent pas forcément, on n'est plus de la même époque qu'il y a 30, 40 ou 50 ans où elles restaient dans leur famille. Mais c'est quand même, et puis l'état de santé de beaucoup le justifie. Elles vieillissent et continuent à vieillir, même quand elles sont en maison de retraite. Je peux même vous dire que quelquefois ça s'améliore très fortement. Le fait de ne pas être seul chez elles et d'avoir d'être entouré par des gens qualifiés, médecins ou infirmières, aides-soignantes et autres. Mais que faut-il faire? Parce que c'est une affirmation dont je pense que si elle était diffusée, créerait beaucoup de perturbations et peut-être aboutirait à plus de décès, compte tenu de la manière dont il sera reçu, que ce que vous affirmez. Excusez-moi, je suis assez... mais là, je trouve que c'est un peu terrible ce que vous publiez. Vous voulez dire que non? Ah oui, pardon. Apparemment, ça peut aller dans le même sens. Monsieur le Président, oui, ça me permet peut-être de compléter la question posée par le collègue. Dans la qualité de l'air intérieur, il y a, dans la pollution qui peut exister là, il y a la pollution d'origine extérieure, parce qu'on ouvre les fenêtres, et puis il y a la pollution d'origine intérieure qui peut venir, je ne sais pas, des meubles, des peintures, etc. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi préciser. Il faudrait voir quelle est la part de l'extérieur et la part de ce qui est émis finalement par le mobilier ou les aménagements intérieurs. Et dans ce cas-là, quels sont les principaux éléments toxiques que vous avez repérés? Vous avez tout à fait raison. Les deux, je veux dire, c'est une donnée statistique. Il y avait 7 pays européens. La France, je peux vous dire, se portait assez bien. On a été à Reims, dans les maisons de retraite. Oui. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une qualité de l'air qui était due à la fois des polluants de l'intérieur, qu'on ne retrouvait pas à l'extérieur, comme le formaldéhyde, parce qu'on sait quels sont les produits polluants. Le formaldéhyde, ça peut venir des désinfectants, des produits de ménage, et il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas à l'extérieur. Et par contre, les particules qu'on trouve, les 2,5 qu'on trouve à l'intérieur de maisons de retraite, bien sûr, proviennent de l'ouverture des fenêtres. Parce que s'il n'y a pas un processus de combustion à la fois des cigarettes et dans les pays de l'Est de cette étude européenne, oui, on avait des maisons de retraite où les gens fumaient, même les résidents.
Je veux dire, pas seulement le personnel. Et parce que la réglementation les permet, donc permet l'utilisation de la cigarette. Donc les niveaux n'étaient pas excessifs, et en tout cas assez comparables à ceux de l'étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur à laquelle j'ai participé. Ce qu'on a observé, c'est que lorsque dans la maison de retraite, il y avait des polluants, c'est là qu'on avait des résidents qui avaient plus de symptômes de sifflement en lien avec la présence du polluant. Alors, comme je vous le disais, à Reims, ça allait assez bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ventile, ça veut dire que si on n'a pas, parce que le formaldéhyde vient aussi de l'acquisition de meubles qui sont faits en agglomérat avec des produits ou de peinture, etc. Donc, voilà, si la maison de retraite, il n'y a pas d'excès de certaines sources de pollution, ben, la qualité de l'air n'était pas mauvaise et nous n'avons pas observé d'excès de problèmes respiratoires. Mais globalement, le titre est ça. Dès qu'il y a pollution, là, on fait quelque chose. Et l'hypothèse, c'est que voilà une autre population fragile, en raison du vieillissement qui est soit normal, soit malheureusement pathologique. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est que les gens dans ces maisons de retraite, ils étaient parce que, voilà, ils étaient malades avec plusieurs maladies et ils nécessitaient une prise en charge médicale. Donc, ces conditions médicales fragilisent l'organisme de ces personnes. Merci. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'on dispose aujourd'hui d'un bon niveau général de connaissance sur la pollution intérieure, qu'elle soit d'ailleurs au domicile, enfin sur les lieux de vie, on va le dire, puisque ça inclut les maisons de retraite, ou sur les lieux de travail? Et pensez-vous que nous ayons des solutions ou des remèdes à imaginer qui relèveraient plus des évolutions technologiques autour de la recherche et l'innovation ou des modifications de comportement, voire de nos modes de vie? Comme je le disais, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a échantillonné environ 500 logements à partir de l'échantillon des résidences principales en France. Donc, c'est échantillonnage fait par l'INSEE en grappe en tenant compte de la localisation géographique, de la classe sociale. Donc, c'est un bon échantillonnage. Elle nous a donné pour la première fois, et c'est, je peux vous dire, une étude unique au monde. C'est-à-dire, il y a eu 30 polluants qui ont été mesurés, et ça, c'était grâce au ministère, en fait, à plusieurs ministères qui avaient contribué à la réalisation. Alors, dans les bureaux, déjà, c'est beaucoup moins évident. Et il y a eu l'étude européenne officielle, la France a participé, mais avec très peu de bureaux, parce que le protocole voulait aller dans le détail, mais dans un tout petit échantillon. Et donc là, on est moins informé. Les hôpitaux, quelle est la qualité de l'air dans les hôpitaux? On ne sait pas trop. Et puis, ce qui manque beaucoup, et ça sert à répondre à votre deuxième question, c'est avoir des données longitudinales avant et après une intervention. Parce que moi, si vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire, moi je vous dis qu'il faut bien ventiler et il faut éviter les sources de pollution. Et cela basé à partir de la littérature qui peut-être a ciblé un seul polluant. Mais comme ça a été dit bien avant, nous avons affaire avec la multipollution. Donc, on cible un polluant, on fait une intervention sur le polluant et les autres restent, et même de façon un peu différente. Donc,
il est nécessaire d'avoir une étude de ce type-là. Alors, on vient de soumettre à la Commission européenne un projet pour les écoles, parce que j'ai pas mal travaillé dans les écoles, et on avait trouvé, parce que bon, on parle du lieu de travail, pour les enfants, le lieu de travail, c'est l'école. 30% des enfants étaient dans une classe où les valeurs préconisées par l'OMS, dont on a parlé tout à l'heure, n'étaient pas respectées. Alors, moyenne annuelle, donc d'une certaine façon un peu comparable. Il y avait trop de PM, il y avait trop de formaldéhyde. En fait, pour le formaldéhyde, c'est plutôt la valeur préconisée par l'ANSES, parce que l'OMS ne s'est pas vraiment prononcé. Et bien sûr, c'est mon commentaire, là aussi, quand il y avait des polluants en classe, on avait des enfants qui avaient plus de symptômes respiratoires et allergiques, et les enfants allergiques avaient un risque accru par rapport aux autres, c'est-à-dire voilà une autre population qui est fragile. Alors là, on vient de soumettre un projet, s'appelle le Squad, Horizon 2020, pour faire une étude d'intervention qui va cibler aussi le comportement des enfants. Ils vont jouer, ils adorent jouer, avec une tablette pour apprendre qu'est-ce que c'est la pollution, et on va voir si après, ils ont des comportements plus, disons, adaptés à éviter les expositions. Et bon, en même temps, il y aura des classes où on va vérifier bien la ventilation. Disons, on va agir, et ça, notre idée, c'est que on aura des informations sur cette étape essentielle, et pour venir à la pollution de l'extérieur. Voilà, moi je peux vous le laisser, cette étude américaine très importante qui a montré, bon, c'est notre meilleur journal, le New England Journal of Medicine, qui montre ce qui a été dit, c'est que la fonction des enfants respiratoires est endommagée par la pollution, et que quand on diminue la pollution, ça va mieux. Et la fonction respiratoire, c'est un prédicteur de mortalité totale. C'est-à-dire, il y a plein d'études pour dire, c'est intuitif. S'il n'y a pas d'air dans le poumon, eh ben, la vie s'arrête. Donc, voilà, je pense que les interventions, les études d'intervention sont très, très importantes pour voir les effets de la prévention, et malheureusement, en France, ça je peux vous, on n'en a pas. Bon, on a demandé cette subvention pour les écoles, et j'espère qu'on l'obtiendra. Merci. Merci. Là encore, juste un petit commentaire par rapport à la potentielle étude sur les enfants avec les tablettes, étant par ailleurs très sensible au sujet de la téléphonie mobile et des ondes électromagnétiques. À titre personnel, je ne suis pas nécessairement favorable aux tablettes entre les mains de très jeunes enfants, mais c'est un autre débat. Sans Wi-Fi. Ah, d'accord, sans Wi-Fi, d'accord. Alors, tout va bien. Je voulais également préciser avec vous, dans le cadre de vos études, sur les polluants et leur impact sur la santé, et particulièrement dans les maisons de retraite, qui a été l'objet de votre étude. Est-ce que comment vous abordez la question de l'effet cocktail des polluants? Parce que des différentes lectures que j'ai pu avoir et d'échanges, c'est un sujet qui est rarement pris en compte, et compte tenu du rapport qu'on voudrait rendre, c'est qu'on soit assez précis sur les polluants qu'on examine, leurs conséquences. Est-ce que l'effet cocktail est intégré ou pas, pour qu'on ait une vision la plus claire et la plus juste possible? Je vous remercie. Bon, je commence par une réponse technique, malheureusement. Considérer l'effet simultané de la multipollution du cocktail est assez compliqué. Nous avons publié une revue que même les Américains citent, qui montre qu'il y a plusieurs méthodes, que ça dépend un peu de la réponse qu'on veut avoir, la méthode à utiliser. Et le problème, c'est que certaines de ces méthodes ne donnent pas
Quand vous dites ça dépend du résultat qu'on va avoir. Voilà, je suis en train de préciser, c'est-à-dire certaines méthodes donnent seulement une probabilité de l'action de l'ensemble des polluants. Et ça, moi en épidémiologie, j'aime bien quantifier. Et donc, il faut passer à d'autres méthodes où on quantifie, mais avec des niveaux d'incertitude qui sont un peu importants. Cela dit, donc là, on est un peu dans des méthodes un peu sophistiquées. Ce qu'on a observé, et c'est une étude, c'est à partir de l'OQAI par exemple, c'est qu'effectivement, quand on a des biocontaminants, j'insiste sur le fait que la pollution n'est pas seulement chimique. La pollution est aussi biologique. Les pollens, je sais que cet après-midi vous avez les pollens, il y a les moisissures dans l'air, même à l'extérieur des logos. Hein. Quand il y a les foins qui sont en train de pourrir à l'extérieur, il y a des moisissures, Alternaria par exemple, mais à l'intérieur, ce sont les microbes, ce sont les virus, ce sont les allergènes à l'origine des allergies. Nous avons observé que l'effet de certains polluants de la famille des composants organiques volatiles, comme le formaldéhyde, comme le benzène, était augmenté significativement lorsque il y avait aussi dans la maison des allergènes mesurés objectivement. Ça, c'est le point fort de l'OQAI. On a mesuré de façon objective à la fois les polluants chimiques et les biocontaminants. Et c'est un peu unique. Donc oui, c'est compliqué, mais il y a des interactions et d'ailleurs, on a pensé tout le temps qu'il y avait pas vraiment une interaction, mais que l'EPM et NO2, c'était un peu la même chose. Les Anglais, il y a une semaine, vous pouvez le trouver sur le site du COMAC, ont publié un rapport qui montre que NO2 a un rôle propre. Dans les études toxicologiques et d'exposition, on savait. Il fallait des doses importantes. On avait même des pauvres beagles, des chiens qui toussaient, etc. Là, au niveau de la population, eh bien, ils ont dit qu'il ne faut pas négliger la prise en compte de ce polluant, car il a ce rôle. Et pourquoi est-il important? C'est parce qu'en raison des filtres. Voilà, on réduit les VM, mais on augmente les NOx. D'ailleurs, l'OCDE a fait un rapport sur le coût économique de la pollution en France, qui est encore une autre approche. Dans les commentaires, il y a une sorte d'alerte pour dire que voilà, qu'il faut faire attention parce qu'il y aura peut-être à la suite des filtres, s'il n'y a pas le contrôle des NOx et des NO2, une inversion dans la diminution des concentrations et des émissions aussi. Et vraiment, très important de faire la différence entre émissions et concentration parce que nous, on a du mal à les mettre ensemble. Parce que la concentration, c'est ce qui résulte de plein de choses, entre autres du climat, des conditions météo, du bâti, de l'effet canyon. Moi, j'ai fait des modèles, je mesure la pollution. Je me suis bien amusée à la venue du général Leclerc. Parce qu'on a eu une subvention pour voir comment certains leviers peuvent agir sur la diminution des concentrations. Donc, on a pris l'avenue Général Leclerc parce qu'à la porte d'Orléans, bien sûr, c'est pollué. Au milieu, là où il y a le petit marché, pas beau goût. Et puis à la gare de Montparnasse encore. Et puis on fait varier la pollution avec un modèle, bien sûr. Et on voit déjà, sans rien faire varier, on a vu des concentrations différentes sur la même avenue. Et par exemple, on met aussi des carburants, des biocarburants. On a mis
parce que je travaille avec des gens qui ont un moteur et à la sortie du moteur, on a les PM. Et selon le type d'essence, on voit combien sont les PM et ça, on les a introduit dans ce modèle et on va voir. Donc, il y a 2 NOx aussi à considérer. Je vais revenir sur, parce que je pense que l'air intérieur, enfin, il commence à y avoir un certain nombre d'études, je dirais, dans ce qu'on appelle le domicile. Je vais revenir un petit peu en insistant sur l'air intérieur, ce que je vais plutôt appeler les lieux de travail, mais notamment lorsqu'ils sont confinés. Est-ce qu'on a suffisamment d'études, d'abord de constats, puis là aussi de coûts, par exemple sur des personnes ou des personnels qui travaillent dans des ouvrages confinés, ça peut être les parkings en ouvrage notamment, ça peut être dans les aéroports par exemple, enfin dans un certain nombre de centres commerciaux. Vous voyez ici, on peut aussi vivre dans une institution comme celle-ci en étant à peu près toute la journée en milieu confiné, pas toujours aéré d'ailleurs. Et puis c'est la dernière question, puisque finalement dans les nouveaux modes d'habitat et de construction, donc on rejoint aussi les milieux professionnels. Aujourd'hui, on travaille sur l'étanchéité à l'air, sur l'isolation et dans un certain nombre de cas d'ailleurs sur des systèmes plutôt de ventilation double flux, etc., qui font qu'il n'est pas conseillé d'aérer. Donc c'est aussi des pratiques nouvelles. Alors j'ai conscience qu'il y a beaucoup de questions dans cette grande demande, mais avez-vous ou avons-nous des études, des débuts de réponse, ou sommes encore, nous, un peu pauvres en connaissances? Je dirais globalement encore pauvres en connaissances pour la qualité de l'air intérieur. Dans les logements, le CSTB, qui était à l'origine de l'étude, a publié un rapport sur le coût de la pollution intérieure. C'était M. Kopp qui a réalisé ce travail. Mais, vous avez bien ciblé, là où on est en manque, il n'y a pas de données sur les coûts économiques associés. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, bien sûr, les gens sont mobiles, donc ils restent un peu chez eux, où ils sont exposés à tout ce qu'ils font, le bricolage, la cigarette, ouvrir la fenêtre quand il ne faut pas, etc. Bien sûr, est à l'origine une pollution qui souvent est plus importante qu'à l'extérieur, parce qu'il y a ces composés organiques volatiles et certains sont cancérigènes. Donc, et l'OQAI a montré qu'il y avait 10% des logements qui étaient multipollués. Donc, dans les bureaux, malheureusement, il n'y a pas vraiment ça, mais les parkings que vous avez mentionnés, pas pour les coûts, mais l'ANSES qui a publié un rapport sur les très fortes expositions des gens dans les parkings. Donc, ceux qui lavent la voiture, je ne sais pas si ça existe encore parce que je n'ai pas de voiture à laver, mais voilà, très exposés. Et c'était une belle étude avec des mesures objectives faites à Paris, mais j'imagine que... Alors là, bien sûr, il faut de la ventilation et il faut d'autres... envisager des mesures, mais on n'a jamais estimé les coûts associés à ça. Et ça manque, c'est vraiment un manque important. Madame, merci, on n'a jamais estimé les coûts en France, en Europe ou dans le monde, on n'a aucune étude. Sur les parkings... Sur les coûts économiques de la pollution de l'air intérieur. Ah, de l'intérieur, pour la France aussi, hein, l'OQAI, vous tapez coût pollution intérieure sur Google, ça sort tout de suite. Mais pas les parkings et pas les bureaux. À ma connaissance, pour la France, mais ça existe pour d'autres pays, bien sûr. Mais les parkings, honnêtement, puisque je le jure, je ne sais pas. Ni les bureaux. Pour la France, les bureaux, que je sache, non. Mais je regarderai ça et je serai prête à envoyer envoyer si je retrouve. À ma connaissance,
non. Si on demande, si on en remet une couche supplémentaire aux employeurs, ils vont être contents. Mais en même temps, il faut se poser la question, c'est tout. Peut-être qu'ils sont bien placés pour savoir les jours d'absentéisme. Il y a des données qu'ils peuvent donner facilement. Si c'est dû au sick building syndrome, qui est ce syndrome qu'on a dans les tours, car la ventilation n'est pas bonne. Mais la qualité de l'air et la perception, ça a été fait, mais le coût, que je sache, non. La perception, c'est une autre dimension très importante aussi, bien sûr. Eh bien, il nous reste à vous remercier de cet échange, en tous les cas très vivant, en plus. Non seulement fourni, mais vivant.